Donc voilà, donc le pro ça peut être dû à un manque d'hygrométrie. C'est quelque chose qui peut arriver, donc dans tous les cas, sur le principe, il vaut quand même mieux aller voir le veto si vous ne l'avez jamais fait vous-même, au moins vous êtes sûr que ce sera soigné correctement, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit qu'il y ait des conséquences à ça, quoi, du moment que vous vous y prenez bien. Ça peut être donc l'hémipénis, donc bon, si jamais ça se finit par être... si on doit le couper, il en reste toujours un deuxième, hein, c'est quand même le côté bon. Mais c'est pareil, c'est pas terrible hein, quand ça ressort. Généralement, quand un hémipénis ne veut pas re-rentrer, et puis déjà il faut le prendre très tôt, comme je dis. Il y a une tentative de le re-rentrer, d'essayer de faut le prendre très tôt pendant qu'il est encore frais. Hein. Après, c'est au-delà de je dirais au-delà d'une heure, c'est fini. Voilà, dès que ça va sécher, ça va être fini. Ça va commencer à nécroser. Donc il faut les refroidir les hémipénis avant de les rentrer, généralement pour les désengorger. Et bon, normalement, c'est techniquement le truc là. Là, pour moi, on arrive sur des pathologies graves. Il faut aller voir le veto. Il faut aller voir le veto. Maintenant, j'ai envie de vous dire que le temps compte tellement sur cette pathologie que limite, si vous vous sentez un petit peu expérimenté, moi j'essaierai de le remettre. Après, je courrais chez le veto quand même, tu vois. Mais, mais t'as pas. Le temps de réaction va être super important. C'est à vous de voir. Hein. Tout le monde n'a pas forcément le même niveau de connaissance ou le même niveau d'alaisitude, j'appelle ça, tu vois, d'être à l'aise avec le problème. Donc non, principalement, le seul vrai truc qu'on peut conseiller, et peu importe lequel c'est d'aller au veto. Voilà, faut rester lucide. Voilà, faut y aller très très vite. Sinon, on a la queue, là, on ne l'a pas dit, c'est la partie préhensile. La partie préhensile. T'as pas parlé non plus des mus, des problèmes potentiels avec la queue, ce qui peut se passer. Il peut avoir des problèmes d'exjuvie. En fait, c'est tout con parce que quand vous avez cette partie-là, c'est que la mue s'est vraiment plutôt bien passée, mais des fois, c'est vrai que la mue, au fur et à mesure qu'il la retire, ça se fait une chaussette qui s'enroule, ce qui fait qu'au final, ça finit par faire un gros morceau. Et des fois, ça pète avant le bout, alors que la mue est très bonne, il suffirait juste de tirer. Ça arrête souvent au cloaque ou par là. Ouais. Et ben l'écaille du cloaque, retient la mue des fois. Elle vient juste de la finir, donc ça tombe bien. Voilà. Ça illustre. Donc voilà, du coup, ce morceau-là, à un moment, des fois, ça devient quand même très très gros quand il en est là. Et il suffit qu'il passe par exemple près d'une branche ou un truc, ça se coince et hop, ça s'arrache là. Alors que la mue s'est faite parfaitement bien. Mais du coup, ça reste sur la queue du boa. Ce que tu veux dire, c'est que ça peut comprimer l'arrière. Voilà. Totalement. Voilà. À partir du moment où pas la première, mais plus ça va aller, si on a une de ratée, une deuxième peut se refaire, une troisième, une quatrième. Ça se met vraiment les mues successives, la peau sèche, elle perd de sa plasticité. Ça comprime et voilà, ça peut... Ça comprime tellement, s'il faut comprendre, c'est que ça comprime tellement que ça finit par faire un garrot, c'est-à-dire que, ça peut être à différents niveaux, hein, ça fait un garrot, ça coupe la circulation sanguine, du coup la queue nécrose, la queue meurt et elle finit par tomber. Il y a des vertèbres là-dedans, quand la queue tombe, c'est pas juste anodin, elle perd un bout de vertèbre. Surtout sur l'arrivée là, même c'est que... c'est que t'as rien vu venir quand même. Faut quand même observer un petit peu. Tu sais que je l'ai vu régulièrement quand même sur internet. Oh regardez mon boa, qu'est-ce qu'il... Il a perdu un bout de queue. C'est bizarre. Et c'est le même problème, alors tu retrouves plus facilement le problème sur du saurien. Oui. Tu vois ? En général, parce que c'est pas un morceau. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais tout ça pour souligner que le phénomène existe. Ah, bien sûr. Et que voilà, c'est vrai que quand ta bête mue, il est toujours intelligent de penser à aller bien vérifier le petit bout de la queue. On pense aussi aux écailles supraoculaires. On vérifie l'œil. Le mieux, c'est de vérifier sur la mue. Vous déroulez la mue et vous regardez que les écailles des yeux soient bien présentes sur la mue. Ça va créer le même phénomène qu'on vient de voir sur la queue, c'est-à-dire que l'écaille oculaire va compresser l'œil et ça finit par une énucléation. Voilà, là on la voit très bien. Là c'est ça, là c'est celle-là. Vous voyez bien qu'il y a donc deux écailles sur les yeux, donc supraoculaires. Donc si elles sont absentes sur la c'est qu'elles sont sur le qu'elles sont encore sur l'animal. Et là il faut essayer de les enlever. Donc, avec parcimonie aussi, ça c'est pareil. Quand tu sais pas trop faire. Très sensible. Voilà. Il y en a qui y vont, il y en a qui y vont pas. Une seule mue qui reste. Si la prochaine, vous n'hésitez pas, même si vous n'avez pas l'habitude de pulvériser, faudra le faire. Assurez-vous que la prochaine soit bien. Ça partira avec la prochaine. Si vous voulez pas vous faire chier,
juste, voilà, assurez-vous de changer l'eau tous les jours à la prochaine de manière à ce que l'eau soit toujours appétante, que vous soyez sûr qu'il s'hydrate parce que voilà, toujours pareil. Parce qu'une eau de 2-3 jours, il n'y va plus. Hein, donc il faut vraiment pulvériser en plus, même si vous ne le faites pas, pour une fois faites-le. Faut que ça sèche dans les 1 à 2 heures qui suivent une pulvérisation. Faut pas faire ça n'importe comment. Et il faut avoir un gradient thermique. Et puis ça sert à rien de pulvériser si t'as pas d'eau fraîche à ton boa. Moi c'est surtout ça le truc. Ah oui, si les 3 quarts du temps, les 3 quarts des bêtes déshydratées ne sont pas déshydratées parce que maintenues trop sèches. Elles sont déshydratées bien souvent parce que les gamelles ne sont pas soit nettoyées, soit changées assez régulièrement. L'hydratation, c'est l'eau de boisson. C'est ça. C'est sûr. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'au moment de la mue, la peau, l'ancienne peau qui est morte, devient poreuse. Et c'est-à-dire que votre boa est plus sujet à la déshydratation. Par les pores, oui, tout à fait. Il a du liquide qui... Ouais, voilà, il est plus... Donc, si vous avez un boa qui boit bien, il peut totalement compenser. Il y en a qui ne compensent pas. Moi, j'ai un con, il ne compense pas. Il ne boira pas bien, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Et justement, pulvériser, il est tellement con, il boira contre la vitre les gouttes de pulvérisation. Il ne boira jamais la... Tu vois, donc ça peut aider certains spécimens. Et surtout, pendant qu'il est à la bonne hygrométrie, pendant qu'il a une forte hygrométrie, je limite la dessiccation de la bête, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis... Tout dépend des bêtes, quoi. C'est pour ça que je dis tout le temps, et qu'on le dit, qu'on le répète dans les vidéos, on peut toujours donner ou avoir une ligne directrice, entre guillemets, sur une façon de maintenir ou autre. Il faudra de toute façon s'adapter à chaque spécimen parce qu'ils n'évolueront pas de la même façon. Voilà, et plus on a de spécimens et plus on se rend compte que si ça peut exister un emmerdeur de boa qui fait de mauvaises mues, même avec de l'eau, ben moi j'en ai un et je vous montre quand vous voulez, et voilà, et c'est comme ça, il faut le pulvériser, il n'y a pas le choix. Mais c'est pour ça qu'il faut t'adapter après et prendre le coup de t'adapter à tous tes spécimens. Hein. Donc la queue, pensile, là il va peut-être pas être motivé. Ah non, tu le branles depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, les miens, je dirais à 18, hein, tu vois, là, il veut pas le faire. Ça peut se maintenir, rester accroché, rien que par ça, hein, rien que par la partie. C'est un filin de sécurité, hein, il commence un petit peu, mais il est feignant, ton truc. Hein. C'est un filin de sécurité. Des fois, il essaye de passer d'une branche à l'autre. Paf, il se viande. Bam, ça fait un balançoire comme ça. Il est resté accroché. C'est vraiment là la queue qui est. Avec la queue. Voilà, ça peut servir à ça. Évidemment, ça sert à la copulation. Hein, en plus, là, t'as un nick en plus dans les mains, donc on le disait, on l'a dit dans l'épisode des nicks, ils ont une queue encore un peu plus longue. Ouais, les mâles ont que certains impérators. Des bonnes queues. Hein. Après, on va voir les queues, justement, il y aura l'Amarali qui sera connu. Qui a une queue courte. Voilà, il est connu en anglais, c'est son nom vernaculaire, boa à queue courte. On aura des différences assez étonnantes entre les différentes espèces. Il y aura le Longicoda, on l'a vu, c'est le contraire. C'est a priori le plus long. Une des queues les plus longues, ouais. A priori la queue le plus long. Après, il y aura le dimorphisme sexuel. Dans chaque. Les mâles auront toujours la queue beaucoup plus longue que les femelles. Donc voilà, sinon globalement je pense que sur la biologie, sur l'anatomie, plus ou moins fait le tour. On va avoir décrit On a oublié de décrire les écailles ventrales quand même. Tiens, je voulais décrire les modes de locomotion. Il y a un des modes de locomotion qui ne se fait qu'avec les écailles ventrales. C'est généralement quand il chasse et ça va être pour le finish. C'est-à-dire qu'il s'est approché en fourbe de la proie et il ne veut pas qu'elle se barre. En fait, chaque écaille que vous voyez sur le ventre est autonome et peut se soulever comme ça. Comme les aérations de ta bagnole, là, tu sais, quand tu ouvres les aérations, ça fait la même chose, c'est comme un volet, quoi, comme ça, là. Et ça, avec ça, il peut avancer comme ça, c'est-à-dire qu'il peut avancer sans avoir à bouger le corps. Et comme ça, la proie ne se rend pas trop compte. Et en fait, chaque écaille va agripper le sol et il avance comme ça en ligne droite. Tu sais, c'est quand tu les vois, ça fait un peu l'impression qu'il avance comme une limace, tu sais. Tu as l'impression que le truc fait... Comme une chenille. Comme une chenille, tu vois ce que je veux dire un peu? Et bien ça, c'est quand il ne cède que de ses écailles ventrales pour avancer. Quand il les soulève comme ça, qu'il agrippe le sol, et en fait, c'est comme des milliers de pelles comme ça, qui vont gratter le sol pour avancer en fourbe. C'est ses pieds en fait. Et voilà, on dit souvent qu'ils n'ont pas de pieds, qu'ils n'ont pas de... Mais du coup, ils ont inventé, on voit que la queue préhensile, qui sert de filin, c'est comme une main en gros qui s'accrocherait à une branche. C'est comme toi, tu utilises ta main pour pas tomber.
Donc là, les pieds lui permettent d'avancer comme ça. C'est du coup une marche très lente, hein. Le truc rentre vraiment, hein, pour le coup. Quand il essaye de speeder, c'est-à-dire quand vous allez le mettre par exemple dans une baignoire où vous le voyez nager dans l'eau, il va vraiment faire de grands mouvements comme ça. Et comme je dis, c'est les côtés en fait. C'est les muscles. Un peu comme un skieur, si tu veux. C'est vraiment que sur les côtés, que sur les appuis en fait, que ça avance comme ça. Et ça peut aller finalement. Tu peux nous faire un peu le skieur? Ouais, c'est toucheuse. Non, mais c'est vrai qu'on pense, du coup, ça n'a plus d'appui vraiment sur le. Tu vois, là, ça avance pas du tout avec le ventre. C'est vraiment que sur des appuis. C'est latéraux. Voilà. Et, voilà les différents modes de locomotion qu'il peut avoir. Les gens ne le savent pas forcément, ça a toute une technique pour grimper aux arbres. Quand ça monte sur un arbre qui n'a pas de branche, que le tronc est lisse, c'est capable, en fait, ça va se faire une clé. Il va faire une clé comme ça, là, il va faire un truc comme ça, là, une clé, il va enrouler derrière, et il va monter cette clé. En fait, il se crée une main avec le corps, tout simplement. Il se crée une main avec un pouce opposable, en fait. Il met deux lofts comme ça, et il passe derrière, et ça crée une prise sur le tronc qui est juste incroyable. Il y a des images qui traînent sur internet, notamment je pense à de rétiques comme ça qui montent sur les palmiers. À chaque fois les gens sont étonnés, ne connaissent pas ce type de... Ils sont ah non, ça peut faire ça. Bah oui, ça peut faire ça. Ça a des capacités assez étonnantes, hein. Je crois qu'on a fait... C'est ce que j'étais en train de me dire. Un petit tour des bois. On a forcément oublié des choses, hein. C'est pour ça qu'il y aura l'épisode de FAQ de toute façon à la fin de la série. Et ben, si vous voulez en lire plus, moi je conseille la thèse vétérinaire qui se trouve sur internet du docteur Christophe Bulliot, qui l'a mis gracieusement à disposition. Elle est depuis des années sur internet. C'est un. Voilà, il a fait sa thèse, vous allez vous régaler. Sur le bovidé de toute façon. C'est ça, sur Boa Constrictor, il l'a fait. Et il la partage sur internet. Donc si vous êtes intéressé à en savoir plus et à un truc qui dit moins de conneries que nous, c'est bien. Tu vois, un petit peu plus. Voilà. Sur Paris, on travaille avec Chiliger, nous pour l'élevage. Et depuis qu'on a déménagé là ici, on travaille avec Bulliot, avec le docteur Bulliot. C'est lui qui s'occupe du suivi des bêtes. Voilà. Si vous voulez plus rentrer... il y a plein de choses, il y a des bouquins que vous pourrez trouver en anglais. La majeure partie du temps, il faut comprendre que la littérature terrariophile... plus trop sur l'anatomie, mais sur la biologie, je pense que tu es en train de penser à la biologie of the Boas and Python. Notamment, mais tu as aussi pas mal de bouquins, on en parlait tout à l'heure avec Max, où vous pouvez trouver des petites illustrations plutôt sympas, plutôt cool, assez accessibles, où on n'a pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour pouvoir le comprendre. Donc j'ai envie de dire qu'à partir du moment où vous vous intéressez au truc, cherchez un peu, vous allez voir, vous allez trouver pas mal d'ouvrages qui peuvent potentiellement... mais souvent, malheureusement, pour ceux qui ne sont pas anglophones, souvent en anglais, dès que c'est pointu, c'est pas... Par contre, franchement, c'est en anglais. Voilà. Voilà, j'espère que... Oui, donc voilà. Que vous en aurez appris un petit peu plus. Je pense qu'on a fait le tour là sur la morphologie. On a pu voir donc tout ce qui était au niveau de la tête, hein, les organes, vous avez parlé, décrit les organes, les yeux, la vue, différents sens de l'odorat, on a parlé de Jacobson, on a parlé de l'os carré pour les vibrations, on a parlé des moyens de locomotion, du coup tu viens de le faire. Donc voilà, des principaux organes j'ai envie de dire, ce qui fait leur particularité en tout cas, leur placement dans le corps, le fait que sur les poumons on n'en est qu'un mais en fait pas vraiment. Voilà, toutes ces petites choses là. Donc bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour une fois ça sortait un petit peu des sentiers battus. N'hésitez pas, comme d'hab, hein, je le répète, les questions, si jamais il y a des choses qu'on n'a pas vues ou pas traitées, soit vous les postez dans les commentaires, soit n'hésitez pas le jour où on fera la FAQ à les poster à ce moment-là pour qu'on puisse tout regrouper et puis vous faire une réponse un petit peu globale. Ce serait cool que ce jour-là on arrive à être aussi tous ensemble le jour où on fait la FAQ, comme ça sur tous les domaines différents. On peut répondre. Voilà, en fonction de son ressenti, de son expérience et de tout ça, donc ça pourrait être sympa. Moi je vais vous remercier encore, Guillaume et Max, merci à vous de nous avoir accordé du temps, d'être venus, c'est super cool de votre part. Et puis j'ai envie de vous dire qu'on vous dit à la prochaine, et puis en espérant que tout ça vous ait plu. Voilà, allez salut les gars, ciao.